avoir eu mon diplôme de Sciences Po et avoir fait mes études de droit, je suis rentré dans la vie active parce que j'étais issu d'une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens. Une tendance des policiers ou des gendarmes à utiliser plus volontiers leurs armes parce que si tel avait été le cas, le nombre de tirs aurait sensiblement augmenté. Comment est-ce qu'on vit la fonction de Premier ministre sur une fin de mandat présidentiel? J'ai été très impliqué dans la vie politique dès mon jeune âge puisque j'ai participé à la vie des jeunesses socialistes, des jeunesses radicales d'abord, des jeunesses socialistes ensuite, très engagé à gauche. C'était l'époque où François Mitterrand venait d'être élu président de la République. Bonjour à tous, bienvenue sur la page dessinée de Juriste, le média qui démocratise le droit, son actualité et ses professions. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un monsieur qui va gentiment se présenter. Donc mon nom est Bernard Cazeneuve, je suis avocat au cabinet Auguste Debouzy, avocat associé, en charge plus particulièrement des problématiques de conformité. Exactement. Ok, donc on va avoir l'occasion justement de revenir un peu sur tout ça et sur le parcours de Monsieur Cazeneuve. N'hésitez pas donc à nous suivre sur cette page YouTube. On réalise pas mal d'interviews de plusieurs professionnels du droit sur les réseaux sociaux aussi, Instagram et TikTok. Sans plus tarder, donc on va commencer. On va discuter de tout cela en deux parties. La première plutôt sur le parcours académique et la deuxième partie, le droit, comme j'aime l'appeler, in concreto. Donc, quelles sont les matières et la filière que vous avez choisies au lycée? Au lycée, j'ai essentiellement choisi les matières scientifiques. J'ai fait un bac qui, à l'époque, était un bac C, c'est-à-dire l'équivalent du bac S aujourd'hui, où dominaient les mathématiques, la physique et les sciences. Okay. Donc, à l'issue de ce parcours au lycée, est-ce que vous avez fait une classe préparatoire ou une licence directement? Comment ça s'est déroulé après? Après ma sortie du lycée, en 1980, j'ai commencé les études d'histoire. J'ai fait une préparation au concours de Sciences Po et j'ai intégré Sciences Po à Bordeaux en 1982. Ok, bien. Et j'ai fait ensuite des études de droit. Ah, voilà. Ça nous rejoint un peu. Est-ce qu'il y a des matières que vous avez préférées ou d'autres moins appréciées? J'ai beaucoup aimé, notamment à Sciences Po, tout ce qui touchait à l'histoire des institutions politiques françaises, aux sciences politiques pures, beaucoup aimé le droit administratif. Je suis un excellent professeur de droit administratif et c'était une époque où on visitait de fond en comble les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et j'ai beaucoup aimé le droit constitutionnel et j'avais là aussi d'excellents professeurs de droit constitutionnel. Maurice Duverger avait notamment été enseignant de droit constitutionnel à Bordeaux pendant de très nombreuses années. Et donc, c'est essentiellement le droit public qui m'a passionné lorsque j'étais étudiant à Sciences Po et à l'université de droit. D'accord. Bon, je vous rejoins, Maurice Duverger. D'ailleurs, on a étudié plusieurs textes de ce professeur à Assas en première année de droit, en droit constitutionnel. En parallèle donc de vos études, est-ce que vous aviez certains engagements associatifs ou des jobs étudiants à côté? J'ai été très impliqué dans la vie politique dès mon jeune âge, puisque j'ai participé à la vie des jeunesses socialistes, des jeunesses radicales d'abord, des jeunesses socialistes ensuite, très engagé à gauche. C'était l'époque où François Mitterrand venait d'être élu président de la République, où la vie à l'université était extrêmement riche, des conflits qui pouvaient exister entre les différents groupes politiques constitués. Quand je dis des conflits, c'était plutôt des débats d'ailleurs, parce que c'est une époque où on débattait plus qu'on ne s'opposait violemment. Et donc, j'ai été à l'époque très engagé dans la vie politique, dans la vie de l'université, et je garde de cette époque un très beau souvenir. Parce qu'elle a été riche de rencontres, avec des camarades de toute sensibilité, riche de rencontres avec les personnalités politiques de l'époque. Je me souviens d'avoir à ce moment-là connu Pierre Mauroy, puis Laurent Fabius, d'avoir été amené à rencontrer le président Mitterrand lui-même. Donc c'était une période extrêmement riche et dense de ma vie personnelle. Ouais, forcément. En tout cas, il y avait des pensées politiques plurielles et je pense en tout cas que c'est ce qui peut faire aussi la beauté de cette époque-là. Absolument. À l'issue, est-ce que vous aviez fait un master et après un master d'autres écoles ou pas, ou
Comment ça s'est passé? À la sortie de mes études, c'est-à-dire après avoir eu mon diplôme de Sciences Po et avoir fait mes études de droit, je suis rentré dans la vie active parce que Ok. j'étais issu d'une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens Ok. et donc je suis rentré comme juriste dans une Ok. banque et puis ensuite je suis très vite parti faire du cabinet ministériel. Ah oui. Puis ensuite, la sortie de cette période de cabinet ministériel, j'étais chef de cabinet de 3 ministres. Je suis parti à Cherbourg où j'ai été élu maire, Mhm. député et ma carrière politique a commencé. C'est ça. On va alors y revenir justement dans la deuxième partie. Euh, dans ce sens-là, est-ce que vous avez effectué des stages peut-être qui ont été décisifs dans votre carrière politique par la suite? J'ai fait quelques stages comme attaché parlementaire à l'Assemblée Ok. nationale, notamment la députée de Gironde qui s'appelait Jean-Georges Julien, qui était député du Médoc que j'aimais énormément, qui était Mhm. un ami du président Mitterrand. J'ai été amené à travailler au Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux à l'époque, un Ok. peu pendant l'été. Et voilà, j'ai fait ce que font tous les étudiants, c'est-à-dire des Mhm. jobs d'été, des travaux à côté de leurs études pour pouvoir les financer. Exactement. Et tout ça dans un contexte qui était, encore une fois, extrêmement privilégié et agréable. Mhm. À l'issue de donc votre parcours académique, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiants en droit? Parce qu'on a des étudiants en droit qui me suivent, des élèves avocats, des avocats aussi, des professionnels, etc. D'abord, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de suivre ces études avec passion, parce que le droit est une discipline dont les pays dont les économies sont dynamiques, dont les Mhm. économies sont en construction, Mhm. vont avoir besoin. La globalisation de l'économie fait que la confrontation des entreprises dans le marché globalisé suppose qu'il y ait des règles, Bien sûr. et des normes partagées par ces acteurs économiques de sorte que la compétition entre eux soit le plus équitable possible. Donc le Mhm. droit, on le voit, est un facteur de régulation du marché globalisé, qu'il s'agisse de la prévention de la lutte contre la corruption, de l'effet de l'activité économique sur la santé, l'environnement ou les droits humains, Mhm. qu'il s'agisse des sanctions économiques, qu'il s'agisse du droit de la concurrence, qu'il s'agisse des règles de droit social, Mhm. qui ont tendance, même si cela est trop lent, aux yeux d'un certain nombre de juristes, et c'est mon cas, à s'harmoniser. On voit que le droit est devenu un instrument fondamental de régulation de l'économie dans le marché Exactement. global, Mhm. et qu'il n'y aura pas de marché global qui soit un level playing field si le droit n'est pas utilisé comme l'instrument de l'harmonisation des réglementations, des législations pour que la compétition entre les entreprises Mhm. soit dans une économie où un certain nombre de pays ont encore des ambitions de puissance et qui Bien sûr, utilisent d'ailleurs leurs droits dans un cadre extraterritorial. Si on ne tient pas compte de tout ça, alors on perdra beaucoup de nos atouts et de nos c'est chances. sûr. Et bien, merci pour ces conseils qui nous sont très très riches. En tout cas, on prend toujours les conseils de nos intervenants comme des mégots d'or. Donc, merci beaucoup. On va en venir donc à moi ce que j'appelle le droit in concreto, parce que c'est toujours ma partie préférée. On parle vraiment du droit de manière concrète et de la manière dont on le pratique au vu des différentes professions que cette filière offre. On va commencer par votre fonction de député que vous avez eue. Et pour nous, étudiants, ça représente le fait de faire la loi. Peut-être que ça représente aussi d'autres choses. La première question que je poserais, c'est pour moi la jeunesse d'un député, c'est la période de la campagne. Comment est-ce que vous l'avez vécue? J'ai vécu la campagne de façon un peu particulière parce que je suis arrivé dans un territoire où personne ne me connaissait. D'accord. J'avais été, comme on dit, parachuté dans le département de la Manche, Mhm. où je n'étais pas né, où je n'avais pas été très souvent dans ma vie, Mhm. et il fallait conquérir les électeurs les uns derrière les C'est autres. Donc, sûr. j'ai pensé que je ne pourrais pas le faire compte tenu du handicap qui était le mien, Mhm. si je ne le faisais pas de façon originale. Et donc, j'ai écrit un petit livre, j'ai pas fait campagne avec un tract, mais avec un petit livre, Wow. qui s'intitulait Première Manche, et Oui. qui racontait la vie des gens du territoire, un peu à la manière de ce qu'avait fait Gilles Perrault, Mhm. qui était un habitant de la Manche, un écrivain issu du département de la Manche, avec son livre qui parlait des gens d'ici. Mhm. Et puis j'ai fait campagne en allant voir individuellement chaque électeur, ce que ne faisaient pas mes adversaires politiques. Et Mhm. donc à travers ce contact humain, qui m'a permis d'aller au contact de chacun, j'ai réussi à un moment donné à transformer l'essai. En tout cas, oui, je trouve que c'est très original. J'avais pas entendu jusqu'à présent ce type de campagne avec un livre à la place d'un tract. Donc honnêtement, voilà, l'originalité est remarquable.
Donc, en tant que député à l'issue de la Manche, quels ont finalement été vos défis et les réalisations législatives que vous avez concrètement faites? Comme député du département de la Manche, je me suis d'abord inscrit à la commission de la défense nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une activité liée à la défense nationale, une activité industrielle extrêmement importante, et j'ai été, pendant toutes les années où j'étais membre de la commission de la défense, rapporteur du budget de la coopération. Et j'ai été amené à être rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le Rwanda. Oui. Donc à mener énormément d'actions de contrôle de l'exécutif dans ces missions régaliennes. Et puis j'ai participé à toutes les grandes lois de l'époque, le PAX, la loi sur les 35 heures, toutes ces lois importantes qui ont été mises en place sous le quinquennat de Lionel Jospin, sont des lois que j'ai suivies de près comme parlementaire, ayant été élu pour la première fois en 1997 député. Et puis ensuite, j'ai été amené à conduire d'autres missions de contrôle au-delà de la législature 97-2002. En 2007, j'ai mené une commission d'enquête sur l'attentat de Karachi. J'ai eu affaire à j'étais dans l'opposition contre un certain nombre de lois, le bouclier fiscal, et d'autres dispositions législatives présentées par le gouvernement de Nicolas Sarkozy contre la révision générale des politiques publiques lorsqu'il s'agissait, sur le plan budgétaire, de faire connaître nos options et nos préférences. Et j'étais donc dans une conception du rôle de parlementaire très équilibrée entre ce qui relevait des missions de contrôle et ce qui relevait des missions législatives à proprement parler. C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, après c'est ce qu'on voit en théorie forcément, mais quand on fait des cours de droit administratif mais aussi droit constitutionnel, la reproche qui est souvent faite par nos professeurs et par nos chargés de travaux dirigés aussi, c'est que les parlementaires n'utilisent pas suffisamment leur pouvoir de contrôle vis-à-vis du pouvoir exécutif. Je suis très très en accord avec cette vision des choses. Je pense qu'au début de la Ve République, ce que la République gaulliste avait appelé le parlementarisme rationalisé, laissait peu de place aux parlementaires pour exercer leurs prérogatives de contrôle ou même leurs prérogatives législatives. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. La réforme de Nicolas Sarkozy a donné beaucoup plus de pouvoir aux parlementaires dans l'exercice de leurs responsabilités législatives, et les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale se sont trouvés au fil du temps considérablement accrus, qu'il s'agisse de la possibilité de mettre en place des commissions parlementaires dans le cadre du droit de tirage des groupes, qu'il s'agisse même de la création de la délégation parlementaire au renseignement, qui a permis aux parlementaires dans un domaine qui leur était jusqu'à présent interdit, et où toutes les informations étaient classifiées, celui du renseignement, d'avoir accès à des informations leur permettant d'exercer leur pouvoir de contrôle. Mais en même temps que se modifiaient les règlements de l'Assemblée nationale, que ces pouvoirs nouveaux étaient conférés aux parlementaires, il m'est très souvent arrivé de constater, en le regrettant, que les parlementaires demandaient des pouvoirs nouveaux sans exercer la totalité de ceux qui leur étaient déjà conférés. Et je pense que le Parlement serait beaucoup plus fort si les parlementaires exerçaient la totalité des compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives, réglementaires d'ores et déjà en vigueur. Exactement. Justement, dans ce sens-là, pour moi, ce que j'identifie, c'est un des défis qu'ont les parlementaires, tout simplement en tant que députés. Est-ce que vous en identifiez d'autres défis qu'on peut avoir quand on est parlementaire, justement? Je pense que la grande difficulté lorsque l'on est parlementaire et qu'on n'est plus élu d'un territoire, élu municipal, c'est d'avoir une légitimité suffisante pour pouvoir compter dans les débats parlementaires. Ce qui faisait la force du député-maire, de celui qui avait un enracinement local, qui était représentant d'une grande collectivité territoriale, à l'époque où le cumul des mandats existait encore, c'était la capacité qu'avaient ces grands élus représentant une légitimité forte d'influer sur le cours des choses. La substitution de députés, entre guillemets, dits numériques, aux députés territorialement ancrés, a fait perdre beaucoup de leur légitimité aux parlementaires et beaucoup de leur force et de leur impact. Ceux qui pensaient que la limitation du cumul des mandats donnerait aux parlementaires plus de pouvoir qu'ils n'en avaient, pour des raisons qui étaient au fait qu'ils se consacreraient davantage à leur mission, se sont à mon avis trompés, parce que le parlementaire doit malgré tout être dans sa circonscription pour faire des choses qui ne relèvent pas du pouvoir législatif au strict sens du terme, mais relèvent de la relation que tout parlementaire doit entretenir avec son électorat.
Et cet équilibre-là qui n'a pas été rompu dès lors que vous n'êtes pas élu local et que cette élection locale ne vous donne pas la légitimité dont vous avez besoin pour peser, a affaibli le rôle des parlementaires au cours des dernières années, je pense. Je le regrette. Ouais, on le regrette un peu tous, je pense. Mais bon, qui sait, peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et le droit, justement, peut être une perspective pour améliorer tout ça. Donc, dans vos fonctions de député, est-ce que vous en tirez certains enseignements, et notamment dans la poursuite après de vos différentes fonctions? Je pense que la mission parlementaire est une mission qui permet d'appréhender la loi dans sa complexité, et notamment la fabrique de la loi. On voit que le pouvoir d'amendement du Parlement est un pouvoir d'amendement qui, bien que significatif, est cantonné, et que parfois les parlementaires, quand ils adoptent des amendements avec l'accord du gouvernement, qui cherchent à obtenir des équilibres politiques permettant à la loi de passer, n'adoptent pas nécessairement des dispositions législatives praticables. Donc la question de la fabrique de la loi, du caractère applicable de la loi, de la compréhension de la loi par les citoyens, qui est aussi une garantie que la démocratie respirera et fonctionnera normalement, sont autant de sujets et d'enseignements que l'on a à l'esprit lorsque l'on fabrique la loi comme parlementaire. Bien sûr. Alors, après avoir été député, donc vous avez également été maire. Donc, dans l'esprit de chaque étudiant, je pense qu'on parle du législatif vers l'exécutif. Et vous avez été maire de Cherbourg. Quelle a été votre expérience dans cette ville qui est notamment connue pour son histoire maritime? Bon, cette ville est moins connue pour son histoire maritime que pour son histoire industrielle. Car ce qui avait caractérisé Cherbourg pendant de très nombreuses années, c'était le fait que à Cherbourg, une industrie de construction navale pilotée par l'État et répondant aux moyens, enfin aux besoins de la défense nationale, avait été instituée, qui répondait aux instructions, aux orientations données par le pouvoir central. Ce fut notamment le cas lorsque on décida de s'engager dans la dissuasion et que on décida de faire de la composante maritime de la dissuasion une composante majeure, d'où les sous-marins, Cherbourg, etc. Ensuite, il y eut dans cette histoire industrielle une deuxième étape, qui est l'étape du nucléaire civil, c'est-à-dire de la construction des centrales nucléaires, de l'usine de retraitement, du centre de stockage de l'Andra, destiné à faire en sorte que notre pays puisse bénéficier d'une industrie de souveraineté, ne produisant pas de carbone et permettant à la France de bénéficier d'une indépendance énergétique que beaucoup de pays européens lui ont longtemps envié. Donc, ce qui a dominé pour moi à Cherbourg pendant très longtemps, c'est la dimension industrielle de l'histoire de la ville, qui a conduit d'ailleurs la ville à tourner le dos à la mer pour privilégier cette histoire industrielle qui était plus continentale que maritime. Comme maire de Cherbourg, mon objectif a été de diversifier l'activité de la ville, c'est-à-dire de la sortir de la seule activité nucléaire, militaire et civile, tout en maintenant ces fleurons industriels. Et nous avons ainsi engagé la ville vers le développement des énergies marines renouvelables, des éoliennes offshore, etc. Et d'autre part, de réconcilier la ville avec sa vocation maritime. C'est-à-dire de faire en sorte que la ville, par son urbanisme même, ne tourne plus le dos à la mer, mais au contraire la regarde en face. C'est-à-dire que la ville épouse des horizons plus larges. Plus de cela, dans une suite un peu chronologique, vous avez également été ministre de l'Intérieur, une fonction aujourd'hui qui est beaucoup mise en avant dans les médias et même dans les fonctions des postes de l'exécutif. Quel est le rôle du ministre de l'Intérieur et comment est-ce que vous l'incarniez quand vous l'étiez? Donc le ministre de l'Intérieur a essentiellement deux missions. La première mission, c'est d'assurer la sécurité et la protection des Français. Et la deuxième mission est d'assurer que les libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté de la presse, de la liberté de culte, c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la laïcité et des cultes, soient respectés à tout prix. Donc c'est à la fois le ministre des grandes libertés publiques et le ministre de la protection des Français face aux risques de troubles graves à l'ordre public qui peuvent prendre diverses formes, manifestations violentes, du terrorisme, du banditisme, de la délinquance. C'est ça.
Il y a une question aussi justement, et j'en profite justement que vous ayez eu cette fonction pour vous la poser, qui revient beaucoup au devant de la scène, c'est la question de l'immigration. Quelle vision est-ce que vous en avez? Je pense qu'il faut une politique migratoire et Ouais. que on ne peut pas, lorsque notamment on a une sensibilité de gauche, dire la question migratoire est tout à fait dérisoire. Il s'agit d'accueillir tous ceux qui veulent l'être et tout ira bien. Ça, je ne pense pas du tout cela. Je pense qu'il faut une politique migratoire. Quels doivent être les axes de cette politique migratoire? D'abord, il faut pouvoir accueillir tous ceux qui sont en besoin de protection, à condition qu'ils le soient réellement, c'est-à-dire tous ceux qui relèvent de l'asile en France. L'accueil de tous ceux qui relèvent de l'asile en France suppose que nous ayons des capacités d'accueil. Or, nous avons doublé le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'ai créé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, près de 470 centres d'accueil et d'orientation pour mettre dans le dispositif d'asile les migrants qui étaient en France. Nous avons évacué la Lande de Calais pour mettre ceux qui s'y trouvaient dans la précarité, le froid, la boue, dans ces centres d'accueil et d'orientation. Et donc, le premier axe de la politique migratoire, c'est accueillir ceux qui peuvent l'être. Et qui doivent l'être, pour des raisons qui tiennent à leurs besoins de protection. Deuxième axe, c'est accueillir ceux qui peuvent contribuer au rayonnement de notre culture et de notre civilisation, notamment les étudiants dans les universités. Donc c'est une erreur de ne pas ouvrir les universités aux étudiants étrangers. C'est un facteur de rayonnement considérable de la culture, de la langue, mais aussi de l'économie et de l'industrie, des services français. Troisième élément, ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis en France doivent pouvoir être reconduits dans des conditions dignes, ce qui implique un dialogue diplomatique avec les pays. Et enfin, quatrième axe de cette politique, tous ceux qui sont en France doivent être intégrés. C'est-à-dire qu'il faut créer des conditions d'un apprentissage de la langue, d'un apprentissage de la culture politique, d'un apprentissage des valeurs fondamentales qui sont au cœur du projet politique républicain, parce que s'il n'y a pas d'intégration de ceux qui arrivent, alors la fracturation de la société sera totale et nous ne pourrons plus accueillir personne. Donc voilà les quatre axes qui doivent présider à la politique migratoire en France. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre propos parce que justement aujourd'hui, en tout cas au vu de plusieurs constats faits par des intellectuels, on est dans une sorte de fracture de notre société. Et je pense que tous les esprits doivent en tout cas se mutualiser pour qu'on... Et on est dans une fracture de la société sur ce sujet parce que le sujet n'est pas un sujet qu'on traite. C'est une question qu'on instrumentalise. C'est un problème politique qu'il faut traiter. Comment est-ce qu'on accueille? Qui accueille-t-on? Comment accueille-t-on bien ceux qui doivent l'être? Comment traite-t-on dignement ceux que l'on ne peut pas accueillir? Quelles relations diplomatiques entretient-on avec les États? Comment fait-on pour que nos dispositifs d'accueil soient au meilleur standard? Comment fait-on pour que les politiques d'intégration fonctionnent? Quel niveau d'exigence a-t-on à l'égard de ceux que nous accueillons? Et avoir un niveau d'exigence élevé à l'égard de ceux que nous accueillons est normal pour une nation qui a à l'égard d'elle-même un haut niveau d'exigence, d'indivisibilité, d'unité. Donc tout ça doit être assumé politiquement. Et ceux qui considèrent que la politique migratoire doit se réduire au retour de tous les étrangers chez eux et à l'excommunication de très grand nombre d'entre eux ou à l'ostracisation d'un certain nombre d'entre eux ne font que engendrer dans le pays des sentiments qui n'ont rien à voir avec ce qui est la tradition d'accueil de ce pays. Et ceux qui considèrent qu'on peut accueillir tout le monde, qu'il n'y a pas de problème de politique migratoire et que ces sujets ne sont que des sujets pour l'extrême droite se trompent. Ces sujets doivent être traités, doivent faire l'objet de politiques publiques. Et ces politiques publiques, si elles sont mises en œuvre de façon raisonnée, en vertu de valeurs humanistes, avec un esprit d'équilibre, sont différentes des politiques menées par la droite. En tout cas, j'espère que ces propos permettront de rendre un peu plus de vigueur à un parti auquel je pense particulièrement. Alors, après toutes ces fonctions, vous avez eu, selon moi et selon, je pense, tout le monde, il y a un consensus dessus, la fonction par excellence de l'exécutif, à savoir le poste de Premier ministre. Donc, vous l'avez eu à la fin du mandat de Monsieur François Hollande. Comment est-ce qu'on vit la fonction de Premier ministre sur une fin de mandat présidentiel? Parce qu'il y a beaucoup de défis qui s'identifient à ce moment-là. Bon, on l'a vu moins bien qu'au début d'un mandat présidentiel, j'imagine, lorsque l'on arrive et qu'on a
une série de réformes à conduire pour mettre en œuvre le projet sur lequel le président de la République a été élu. Mais si l'on a la passion de l'État, et si l'on veut que l'État fonctionne jusqu'à la dernière minute normalement, que chaque jour compte pour régler les problèmes des Français, alors on vit l'accès à la fonction de Premier ministre comme un honneur qui nous est fait par le président de la République, par le pays lui-même, et on s'emploie à exercer le mieux possible cette fonction pour faire en sorte que le pays soit gouverné, que les Français ne soient pas inquiets de la tournure prise par les choses à aucun moment, et que les Français aient le sentiment de l'apaisement plutôt que de la fracturation. Dans une période électorale, c'est plus difficile d'atteindre ce but que dans des périodes de pause politique. Mais nous étions dans une période électorale et j'ai mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que le climat demeure malgré tout apaisé. C'est très intéressant et justement, Charles de Gaulle déclarait que le président de la République serait la tête pensante et le Premier ministre la tête agissante du pouvoir. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire, ou en tout cas nous donner votre ressenti de la relation entre le Premier ministre et le président de la République? Et c'est un sujet d'ailleurs qui est très intéressant au vu de la Ve République. Je suis intervenu encore une fois dans un contexte particulier, puisque le président de la République qui pouvait se représenter ne l'a pas fait. Et qu'une partie des ministres qui avaient gouverné avec lui ont décidé de se présenter à l'élection présidentielle, contribuant d'ailleurs pour certains d'entre eux à empêcher le président de la République d'être candidat. Et donc, au moment où j'arrive à Matignon, le président de la République est affecté par ce contexte. Et donc, même si je ne peux pas lancer de grandes réformes puisqu'on est à la fin du quinquennat, pour des raisons qui tiennent à ce contexte particulier, le Premier ministre a un rôle, à ce moment-là, qui est celui d'aider le président de la République à faire en sorte que l'État fonctionne. Et ce rôle est un rôle absolument passionnant. Et donc, je l'ai vécu de façon singulière, pour des raisons qui tenaient à la singularité de l'époque. Voilà. Bien sûr. Cœur de l'actualité, notamment des événements de juin dernier, où une loi de 2017 par laquelle vous avez été à l'origine est beaucoup revenue avec tout ce qui est les questions de refus d'obtempérer, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner l'origine de la création de cette loi justement et expliquer un peu aux Français, notamment aux jeunes qui nous regardent, pourquoi elle est nécessaire? Quel était le contexte? Nous étions dans un contexte de violence terroriste extrême et d'intervention des forces de l'ordre dans des conditions qui étaient plus difficiles qu'elles ne l'avaient jamais été. Je rappelle que c'est un policier municipal qui a interrompu le périple meurtrier du terroriste qui, à Nice, au volant de son camion, a foncé sur la foule, occasionnant plus de 80 morts. Je rappelle que ce sont des policiers qui sont tombés sous le feu des terroristes, qu'il s'agit d'Ahmed Merabé, lorsque les frères Kouachi sont sortis du siège de Charlie Hebdo. Merabé, qui était lui-même un policier républicain français d'origine étrangère, musulman, humaniste, et qui est tombé sous le feu des terroristes. Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, est tombée sous le feu des terroristes à Montrouge. Et lorsque les policiers ont eu à intervenir, à l'Hypercacher ou dans d'autres circonstances, ça a été le cas encore il y a de ça quelques années dans le sud-ouest, avec le gendarme Beltrame, ce sont des policiers ou des gendarmes qui sont tombés sous le feu de la violence extrême. Je rappelle également que cette violence avait conduit des policiers à voir leur véhicule incendié, c'était pas une violence terroriste, c'était une violence délinquante, dans des conditions qui avaient conduit un policier à brûler dans des conditions épouvantables où il aurait pu perdre sa vie. Et il y avait donc une demande très forte à ce moment-là de la police nationale, pas de la gendarmerie nationale, de voir le régime de légitime défense dont bénéficiaient les policiers aligné sur celui des gendarmes. Et je n'étais pas favorable à cette évolution, pour des raisons qui tenaient au fait que les gendarmes et les policiers n'avaient pas les mêmes missions, puisque les gendarmes pouvaient intervenir sur le théâtre des opérations extérieures, ce qui n'était pas le cas des policiers, et qui le faisaient au titre de leur statut de militaire
et que les policiers n'avaient pas ce statut, et que les conditions d'engagement du feu sur le plan des opérations extérieures n'avaient rien à voir avec les conditions d'engagement du feu dans la légitime défense en France. Mais j'ajoutais à ça un argument qui était que le régime de légitime défense des policiers et des gendarmes avait été aligné par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'à partir du moment où cette jurisprudence avait aligné la légitime défense des policiers sur celle des gendarmes, la revendication des policiers ne m'apparaissait plus fondée. Quand les événements que je viens d'évoquer sont arrivés, les policiers ont souhaité que les conditions de leur intervention en cas de péril meurtrier notamment soient précisées, pour que leur responsabilité juridique soit définie dans un texte pour le cas où ils seraient amenés à faire usage de leur arme en cas de péril meurtrier. J'ai accepté à ce moment-là qu'un groupe de travail pluripartite, coprésidé par un député les Républicains et une députée socialiste soit constituée pour réfléchir à ce que pourrait être l'évolution législative souhaitable et souhaitée. Et à ce moment-là, nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous nous contenterions d'intégrer dans la loi ce que la jurisprudence avait posé le principe à contexte juridique inchangé. Ce que j'ai finalement accepté. Lorsque je n'étais plus à Matignon et que nous étions venus la Tanzanie, il y a eu une précision des conditions d'engagement du feu avec l'intervention de la notion de refus d'obtempérer, mais qui ne modifiait pas globalement l'équilibre du texte introduisant dans le droit français ce que la jurisprudence avait posé de principe. Voilà ce qui s'est produit. Ensuite, on a expliqué que cette loi était à l'origine de l'augmentation du nombre de morts. Et moi, je me suis fait communiquer les statistiques du nombre de tirs de policiers et de gendarmes depuis 2017. Le nombre de tirs a diminué. Ce n'est donc pas juste, c'est même faux que d'expliquer que cette loi a pu être à l'origine d'une tendance des policiers ou des gendarmes à utiliser plus volontiers leurs armes, parce que si tel avait été le cas, le nombre de tirs aurait sensiblement augmenté. Alors comment se fait-il que, alors que le nombre de tirs diminue, le nombre de morts augmente? Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a deux éléments d'explication. Le premier élément d'explication est que le nombre de morts est concentré sur la sortie de la période Covid. D'accord. Je pense qu'il y a eu une recrudescence d'activités de trafiquants de drogue qui avaient été empêchés de faire leur business pendant la période du confinement, et que cette reprise d'activité des trafiquants s'est fait dans un contexte d'extrême violence. Et d'ailleurs, on voit que c'est dans cette période-là que le nombre de morts et de refus d'obtempérer est important. Ensuite, il y a une augmentation très significative du refus d'obtempérer, alors qu'il y a une diminution du nombre de tirs. Bon. Et enfin, troisièmement, je pense que ce qui est la clé de tout dans la police, quels que soient les effectifs, quels que soient les textes, c'est la formation. Et que les efforts qui avaient été faits de rehaussement de la formation des policiers n'ont pas été nécessairement à la hauteur, après que nous sommes partis, de ce qu'auraient été les exigences du contexte. Voilà ce que je pense. Ok. En tout cas, j'espère que ce sera introduit dans la loi de programmation du ministre de l'Intérieur actuel, de revoir un peu la formation des policiers. Bon, ça, je m'en remets à sa sagesse, en tout cas. Alors, on a commencé en parlant de votre fonction de député, ce que nous, on appelle honorable. Ensuite, vous avez été au gouvernement, ce qu'on appelle son excellence. Et après, vous êtes devenu avocat. Donc, on vous appelle Maître Cazeneuve. Donc, comment s'est déroulé votre changement de passer du gouvernement à cette fonction d'avocat? D'abord, j'ai exercé la profession d'avocat avant d'entrer au gouvernement. Ok. Donc, lorsque je suis sorti du gouvernement, j'ai recommencé à exercer ma profession d'avocat. C'est pas compliqué, pas très compliqué à comprendre, et il n'y a dans cela aucun mystère. Je suis revenu à mon métier. Parce que c'est une question qui trottait un peu dans mon esprit, de savoir, quand on n'a pas forcément exercé la profession d'avocat juste avant d'être entré au gouvernement, est-ce qu'il y a une prestation de serment qui se déroule un peu comme tous les avocats, ou ça se passe... La prestation de serment intervient comme pour tous les avocats au moment où vous prêtez serment et entrez dans la profession. D'accord, ok.
La question que je veux me poser aussi, c'est quel est l'apport de votre expérience antérieure aujourd'hui dans votre l'exercice actuel d'avocat? Je crois que l'apport de l'expérience intérieure résulte essentiellement des sujets que je traite. Mm. Je fais de la compliance, c'est-à-dire Mm. je traite de sujets qui ont quelque chose à voir avec la prévention et la lutte contre la corruption, D'accord. avec le devoir de vigilance, Mm. avec l'intervention d'agences françaises anticorruption pour contrôler le respect par les entreprises de leurs obligations de probité. Mm. Je traite de sujets qui peuvent impliquer le parquet national financier ou la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui sont deux institutions créées par des lois que j'ai portées pour partie ou en totalité au banc du gouvernement lorsque j'étais ministre. Donc les sujets puis il y a eu la lutte contre le terrorisme, Merci. la négociation des directives, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tous ces sujets sont des sujets dont j'ai eu à connaître lorsque j'étais au gouvernement et que je me suis employé à faire vivre euh, euh, dans l'exercice de mes responsabilités gouvernementales lorsque les lois étaient votées, et je trouvais qu'il y avait une certaine légitimité à rendre ces lois intelligibles comme avocat, éventuellement à plaider leur contenu ou à veiller à leur bonne application, une fois mon activité gouvernementale terminée, ma vie professionnelle commençant. Exactement. Alors, l'avant-dernière question, est-ce que vous identifiez des différences entre, bien que vous fassiez du droit public, entre... Non, je fais du droit de la conformité, qui est un droit qui est plus au cœur de ce que l'on appelle au sens large le droit pénal des affaires, puisque c'est un droit de prévention du risque pénal, et si on ne respecte pas les principes préventifs de ce droit, le risque pénal n'est plus possible, il est parfois effectif. Exactement. Donc, on identifie le droit pénal comme étant ni public ni privé. On va aller sur ça. En tout cas, est-ce que vous identifiez des différences entre le secteur public, donc vous étiez vraiment un homme d'État, je considère que vous l'êtes toujours d'ailleurs, et le secteur privé, enfin, quand on est avocat? Je crois que ce qui rassemble le secteur public dans sa capacité à élaborer la norme et le secteur privé dans sa capacité à l'interpréter ou à la mettre en œuvre, c'est le respect des principes fondamentaux qui régissent l'ordre public. Vous pouvez être un acteur privé et avoir le souci du respect des principes qui fondent la République et la nation. Vous pouvez être un acteur public, un élu, et oublier ses principes. Ça s'est vu. Bon. Donc, ce que nous avons en partage, acteurs publics ou acteurs privés, c'est la volonté de faire en sorte que par le respect de la norme de droit, la possibilité de vivre ensemble harmonieusement demeure un objectif commun. Si je devais dire les choses de façon triviale, c'est ainsi que je les formaliserais. Et donc, la passion que je peux avoir du droit, elle résulte en grande partie de l'intérêt majeur que le droit revêt pour tous ceux qui sont assez sensibles à la question de la paix sociale et qui la croient possible. Et qui la croient possible au point de vouloir l'entretenir, soit par la pratique politique, soit par l'exercice législatif, soit par la pratique du droit comme professionnel du droit. Exactement. Bah, merci beaucoup pour cette avant-dernière question. La dernière que je poserai est un peu plus subjective. Est-ce que vous avez des valeurs ou une citation qui, si je puis dire, vous guide dans votre quotidien? Oh, des citations, il y en a de nombreuses. Oui, c'est incontestable. Quand on a fait de la politique pendant longtemps et on a été inspiré de plusieurs prédécesseurs, de plusieurs penseurs, d'intellectuels nombreux, quand Montesquieu dit, évoquant l'organisation générale des pouvoirs publics, qu'il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, ça renvoie à un esprit de modération, à une conception de l'équilibre des pouvoirs, à une certaine conception de la gouvernance des pays, qui parle, éclaire et guide ceux qui exercent des professions juridiques ou ceux qui exercent des responsabilités politiques. Bon. Lorsque d'autres ont eu cette formule, je pense au président de Garfort, on ne vit qu'un instant et le reste du temps on attend, c'est plus à la patience, au caractère
fugace de l'avènement et au caractère aride et parfois austère de la construction politique que cela renvoie. Bon. Voilà, enfin, je pense comme Marx que la pensée des morts préside à l'action des vivants et qu'on ne vient pas de nulle part et que bien des choses nous relient à ceux qui nous ont précédés et que les grands théoriciens de la rupture sur tous les sujets sont en réalité des gens qui ne savent pas où ils vont puisqu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Voilà. Je pense que je n'ajouterai vraiment rien du tout de plus à ces jolis mots qui ont été prononcés. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette interview avec son Excellence Monsieur Cazeneuve et merci surtout de nous avoir accordé votre temps. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Je forme des vœux de réussite pour vos études. Merci beaucoup. Et je m'adresse à tous vos camarades étudiants pour leur dire aussi mes vœux et mes souhaits de réussite. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne doit jamais retirer à un être humain sa vie, ni la possibilité de devenir meilleur. La possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré.